le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Jean Becchio, médecin généraliste, spécialisé en psychiatrie et l'auteur du livre « Du nouveau dans l'hypnose, les techniques d'activation de conscience » aux éditions Odile Jacob. L'hypnose est un outil thérapeutique ancestral. Les druides, les chamans, les sorcières, les conteurs et les hommes médecine utilisaient des techniques pour changer l'état de conscience de leurs visiteurs. Tantôt pour les aider à évoluer, tantôt pour les guérir. Longtemps envoyée au rang du spectacle et du divertissement, discrètement, l'hypnose est redevenue un outil thérapeutique validé par la science. Qu'est-ce qui distingue les techniques d'activation de conscience de l'hypnose ? Comment réveille-t-elle ou stimule-t-elle nos ressources vitales ? Que nous apprennent finalement les techniques d'activation de conscience sur les liens entre le corps et l'esprit ? Jean Becchio est le fondateur d'un des premiers enseignements universitaires d'hypnose. Il enseigne les techniques d'activation de conscience à l'université Paris-Orsay et il préside aussi le Collège international des techniques d'activation de conscience, le CITAC. Nous le recevons aujourd'hui pour mieux comprendre l'hypnose et son champ d'application. Je suis Amalda Dole, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Jean Becchio, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, on apprend dans votre livre les origines de l'hypnose et l'histoire passionnante de son évolution, ainsi que son utilisation pour soulager les douleurs, les addictions, la perte de confiance, le burn-out. Chemin faisant, dans votre livre, vous exposez les évolutions de votre pratique et les outils qui permettent de comprendre comment s'est élaborée la discipline qui remplace dorénavant l'hypnose, à savoir le TAC, les techniques d'activation de conscience et de l'attention. Pourquoi cette évolution et qu'est-ce qui justifie ce changement de nom, Jean Becchio ? Oui, alors une question complexe. C'est vrai que l'hypnose, comme vous l'avez dit avec juste raison, existe depuis toujours. Car disons, depuis que l'humain est apparu sur Terre, la souffrance l'a accompagné, ainsi que le plaisir, je pense. Sinon, il ne se serait pas reproduit, nous ne serions pas là. Et pour soigner la souffrance, il a cherché des moyens. À une époque où les médicaments dont nous disposons maintenant n'étaient pas là, comment a-t-il soigné ? Eh bien, il a soigné avec ses croyances, avec ses idées, une croyance qui fait qu'il se référait très souvent à des forces de la nature, des forces du ciel, c'est-à-dire des forces venant de Dieu dans la nature, dans le ciel, c'était le panthéisme. Et le soignant, que nous appelons nous le chaman, et qui était un soignant, pour moi c'était un médecin, était un spécialiste qui captait ces forces du ciel, de la terre, et les envoyait chez la personne qui souffrait. Ce spécialiste, il n'était pas responsable de la guérison. Celui qui était responsable de la guérison, c'était le dieu ou les dieux. Et si on réfléchit, ce soignant médiateur entre des forces célestes, terrestres et la personne qui souffre, ça nous a accompagnés jusqu'à très récemment, puisque encore, à l'époque de la bataille de Marignan, tous vos auditeurs connaissent la date 1515, eh bien, le médecin du roi François Ier, qui s'appelait Ambroise Paré, lorsque on l'interrogeait, il disait « Je soigne les personnes et Dieu les guérit ». C'est-à-dire cette guérison qui venait de Dieu et ce médecin médiateur ont duré jusqu'au XVIe et même jusqu'au XVIIe siècle. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle et même au XVIIIe siècle que Dieu finalement s'est retiré dans le domaine de la médecine et ce qui a remplacé Dieu, ça a été la science. Et là, les médecins sont devenus scientifiques. Ils ont essayé d'expliquer leur action de soins. Voilà, je ne vais pas refaire toute l'histoire que je décris dans le livre, mais disons, il y a un médecin qui est apparu. Il était d'origine autrichienne. Il s'appelait Anton Mesmer. Il était spécialiste d'une nouvelle découverte scientifique très moderne à l'époque, l'électromagnétisme et aussi l'électricité. Et il a employé ces découvertes nouvelles pour les mélanger à sa vision de la médecine. Et il a créé ce qu'on a appelé à l'époque, ce qu'il a appelé le magnétisme animal. C'est-à-dire, il a dit, je suis capable de capter le magnétisme qu'il y a dans l'univers et de l'envoyer chez la personne qui souffre. Et je deviens responsable de l'amélioration. Ce n'est plus Dieu, c'est moi qui capte cette force qui vient de Dieu, je ne renie pas Dieu, mais c'est moi qui deviens responsable. Ensuite, ça a évolué, on a dit que le magnétisme n'existait pas. Là, nous sommes au 19e siècle. C'est un médecin écossais qui s'appelle James Braid
qui a dit le magnétisme n'existe pas, les passes magnétiques, ça n'existe pas, c'était sa version à lui, bien sûr. Ce qui existe, c'est la suggestion qui sort de la bouche du soignant, qui est entendue par l'oreille du soigné, et c'est cette suggestion qui sont des suggestions de sommeil, d'endormissement, et lorsque le patient est endormi, on lui fait d'autres suggestions, tu vas guérir, tu vas guérir, tu vas guérir, et chez certains patients, ça fonctionne. Et donc on est passé du magnétisme à la suggestion. Et là, dans le XXe siècle, de nouveaux outils sont arrivés, notamment les scanners, les IRM fonctionnels, les expériences, je dirais, scientifiques, sérieuses, comportementales, qui ont montré que, finalement, oui, ce médecin écossais avait raison. La parole, les mots qui sortent de la bouche, ils ont une force, ils ont une puissance, les métaphores que l'on emploie. Et ces métaphores, elles agissent vraiment, réellement, sur l'esprit, sur le cerveau, surtout dans sa vision moderne, et ça peut entraîner, chez une personne qui souffre, une diminution de douleur, on appelle ça une analgésie, et même on peut obtenir des anesthésies, et chez une personne qui est en souffrance morale, eh bien une diminution de la souffrance morale, une augmentation de sa confiance, une diminution de sa dépression. Voilà un résumé un peu rapide de l'évolution du chamanisme au côté moderne de la médecine scientifique du XXIe siècle. Vous dites, les grands changements de nos vies viennent de l'intérieur et vont vers l'extérieur. Un bon thérapeute emploie toujours une technique qui stimule la force interne. Quelle technique utilisez-vous pour stimuler cette force ? Et de quelle force s'agit-il ici ? Peut-on parler d'une force divine ? Oui, je ne renie pas cette force divine, puisque j'y crois, disons, à cette force des origines. Pour moi, si nous sommes là, c'est qu'il y a une origine. Et donc ça, pour moi, c'est indéniable, disons. On ne va pas discuter de ça, je pense, là, maintenant, au moins. J'emploie 2 images que j'aime bien. Si on prend un œuf, on peut le casser, c'est-à-dire on emploie une force externe sur la coquille, et on pourra mettre l'œuf dans la poêle, et on aura un bel œuf ou faire une belle omelette, disons. Et c'est tout. La vie s'arrête. En revanche, si on met l'œuf sous l'aile chaleureuse de la maman poule, cet œuf va se développer, la force va venir de l'intérieur, la coquille va se casser aussi, et la vie va continuer sous forme d'un petit poussin qui deviendra une jolie poule ou un joli coq. Et nous, les thérapeutes, nous mettons l'œuf sous l'aile chaleureuse de notre thérapie pour lui permettre de se développer. Et il y a une 2e image que j'aime bien. Pendant longtemps, nous, les médecins, les soignants, dans notre monde moderne, nous avons ordonné, c'est-à-dire nous faisons des ordonnances. Vous avez telle maladie, telle dépression, je vous ordonne l'antidépresseur. Vous avez telle douleur, je vous donne l'antalgique ou la morphine. Là, c'était apporter finalement notre lumière, la lumière des connaissances, le phare de notre expérience qui illumine le patient et qui tue la lumière qu'il a à l'intérieur. La médecine moderne doit permettre au patient de développer la lumière qu'il a à l'intérieur de lui. Et pour cela, le thérapeute ne doit pas éblouir le patient, il doit lui donner la confiance et lui dire qu'il a à l'intérieur de lui, je dirais, des ampoules qui sont là, présentes, à un niveau d'intensité très petit, et on va lui apprendre à augmenter l'intensité de cette lumière interne, ce qui lui permettra de voir plus clair sur le chemin qui mène à l'amélioration, parfois à la guérison. Janvier 2020. Moscou s'éveille sous un épais manteau blanc. Je remonte la rue Bolchaya Porakovskaya en enfonçant agréablement mes bottes dans la neige fraîche, la tête bien au chaud sous ma chapka. Je me dirige vers l'Institut de psychologie où je donne des cours depuis une 30aine d'années. Une centaine d'élèves m'attendent et certains étaient là lors de mes premiers cours. Nous évoquons avec eux l'évolution de mon enseignement. Mon premier cours, au début des années 90, était basé sur les notions de conscient, d'inconscient, de subconscient, 3 espaces séparés dans le monde de l'esprit. Je parlais de langage à 2 niveaux, une partie de mon discours s'adressait à la conscience et l'autre à l'inconscient bienveillant que nous remercions avec respect en fin de séance. Cerveau droit créatif, cerveau gauche analytique et cerveau reptilien étaient au programme. L'hypnose, que j'enseignais alors, reposait sur un état de dissociation qui créait une amnésie partielle de la séance. 30 années plus tard, toutes ces notions issues du 19e et du 20e siècle sont actualisées par les découvertes des neurosciences et placées avec respect sur les étagères du musée de la médecine.
l'hypnose, est désormais remplacée par les techniques d'activation de l'attention et de la conscience que je vais vous présenter dans cet ouvrage. Jean Becchiot, vous venez de nous offrir la lecture d'un extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? Bien, vous voyez, c'est votre demande qui me fait comprendre peut-être pourquoi j'ai choisi ce passage. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Pourquoi je parle de Moscou alors que je vis à Paris, la plus belle ville du monde, que je suis originaire des Pyrénées, en partie les plus belles régions de France, et Moscou arrive. Eh bien, parce que depuis 30 ans, je vais enseigner à Moscou. Depuis 50 ans, je suis baigné dans la culture russe, et je me rends compte que c'est à Moscou ou dans les autres villes de l'ancien empire soviétique où j'enseigne que mes idées, qui m'ont permis de passer de l'hypnose chamanique au TAC, ont mûri. Et pourquoi ont-elles mûri ? Parce que lorsque je suis à Moscou, avec tous ces élèves qui me posent des questions différentes de celles posées par les médecins occidentaux, je sens une sorte d'ébullition à l'intérieur de moi que je concrétise le soir après le cours par une réflexion. Et pourquoi cette réflexion naît-elle là-bas ? Parce que les Russes, finalement, ils ont des racines qui viennent de l'Est, sont nés de ces peuples qui les ont envahis et qui venaient de l'Extrême-Orient. Ils ont donc cette culture enracinée du taoïsme, du bouddhisme, du confucianisme, de l'hindouisme, et ils ont le regard tourné depuis Pierre le Grand avec un grand désir vers l'Occident. Ils sont donc ce mélange de racines et de désirs qui leur permet d'avoir une maturité sur le plan réflexion que nous n'avons pas, nous, dans nos pays un peu trop cartésiens. Voilà pourquoi, peut-être, j'ai choisi de vous lire ça et surtout de l'écrire en avant-propos de ce livre, sans y avoir réfléchi aussi profondément que je le fais aujourd'hui. Alors, pour évoquer la problématique du choix ou du non-choix, vous citez la première phrase du roman de David Copperfield, Charles Dickens. « Serais-je le héros de ma vie ou ce rôle sera-t-il joué par quelqu'un d'autre que moi ?» Pourquoi ou comment l'indécision nous vide de nos forces, Jean Becchiot ? Tout à fait. Lorsque j'étais enfant, j'ai lu donc David Copperfield, qui n'est plus lu maintenant par les jeunes générations, qui est lu quand même par les jeunes générations anglo-saxonnes. Et c'est peut-être pour cela que les anglo-saxons sont en avance sur nous au niveau des universités, du classement, etc. Oui, Charles Dickens, tout simplement, se pose la question au début de ce roman autobiographique. Il a 13 ans, 14 ans, et il se pose la question, est-ce que je vais réussir ma vie finalement, ou est-ce que quelqu'un d'autre va la réussir à ma place ? Et là, je l'ai dit à vos auditeurs, posez-vous la question, quel que soit votre âge, avez-vous réussi votre vie ou quelqu'un est-il en train de prendre votre place ? Et cette question, j'ai pu me la poser très rapidement à la fin de mon adolescence et elle m'a permis de m'orienter vers ce que je suis en train de devenir. Et je défends toujours ma place et j'essaie d'occuper ma place du mieux possible. C'est, comme vous le dites fort justement, une phrase, ou plutôt une idée qui nous permet, lorsqu'on est dans des moments d'indécision, de prendre la décision. Parce que comme c'est écrit dans la Bible, il faut qu'un oui soit un oui, qu'un non soit un non, sinon la vie passe et on la laisse passer sans prendre la décision. Et d'autres vont prendre cette décision à notre place. Vous écrivez « Les mots soignent par eux-mêmes lorsqu'ils sont bien choisis et en correspondance avec le vécu et le ressenti du patient ». Comment le langage impacte le corps et l'esprit ? Oui, ce qui sort de notre bouche, je prends souvent l'exemple de ce conte d'Andersen où il y a deux jeunes filles, deux sœurs qui vivent dans la forêt avec leur maman et elles vont à la fontaine au centre de la forêt pour remplir leur cruche. À cette fontaine se trouve aussi une vieille dame qui n'arrive pas à soulever sa cruche et à la rapporter à la maison. Elle demande aux jeunes filles si elles peuvent l'aider. La première dit non, moi je ramène ma cruche, je rapporte ma cruche à la maison. Et l'autre, gentille, elle aide la vieille dame. Et puis, elles reviennent à la maison toutes les deux, les jeunes filles, et celle qui a été gentille, dès qu'elle parle, de sa bouche sortent des pierreries, des colliers en or, en argent, tout ça, alors que la méchante, celle qui n'a pas aidé la vieille dame, de sa bouche sortent des serpents, des crapauds, des choses comme ça. Et ce conte est très, très, très joli parce qu'il montre que
lorsqu'on est dans la réalisation d'une bonne action, on ne se rend pas compte tout de suite de ce qu'on fait et ensuite, de notre bouche, de notre parole, vont sortir des perles. Et lorsqu'on fait une méchanceté, cette méchanceté va faire en sorte que des perles ne sortiront pas, mais des mots désactivants sortiront. Et nous, thérapeutes, mais vous tous qui écoutez, faisons attention à ce que de notre bouche ne sortent que des jolies choses, de l'or et de l'argent, et non pas des crapauds qui ferment la conscience, justement. Comment notre langage corporel influence notre mental, Jean Becchiot ? Oui, la posture est hyper importante. Je dis tout simplement, s'il y a des auditeurs qui sont un peu tristes en nous écoutant, j'espère qu'ils le seront moins après nous avoir écoutés, ils peuvent chasser une grande partie de la tristesse par 2 moyens tout simples. Se redresser sur la chaise où ils sont, faire tourner leurs épaules en arrière pour gonfler la poitrine, relever un peu le menton et ajouter un sourire sur leur visage même s'ils sont seuls à la maison. Et le seul fait de modifier cette posture et de la rendre souriante, vous allez voir que sur votre esprit, mes chers auditeurs, ça va vous donner un changement immédiat. Jean Becchiot, comment êtes-vous devenu médecin généraliste puis médecin psychiatre spécialisé en auto-hypnose ? Alors, médecin par hasard, je faisais des études classiques et des études de paresseux, c'est-à-dire à mon époque on appelait ça philo. Mes amis brillants faisaient mathématiques ou maths sup ou des choses comme ça, mais moi je n'aimais pas les mathématiques, donc j'avais pris la philo. Pourquoi ? Parce que j'étais un des meilleurs athlètes de ma génération, j'avais battu le record de France de saut en hauteur et mon avenir était tracé. À cette époque-là, quand on était en équipe de France d'athlétisme, il suffisait d'avoir son bac, on allait vers une école de prof de gym qu'on appelait le CREPS à l'époque et j'avais réussi le concours pour rentrer au CREPS et tout en poursuivant notre carrière, on arrivait à devenir prof de gym. C'était mon désir. Et puis un accident lors d'une compétition a fait que je n'ai pas pu suivre cette voie sportive. Et encore une fois, le hasard ou la providence, pour guérir ma cheville fracturée, on m'a envoyé chez un charlatan, puisqu'il n'était pas médecin, qui plantait des aiguilles à droite, à gauche, un peu partout, et surtout pas dans ma cheville altérée. Il pratiquait tout simplement l'acupuncture, qu'il avait découvert en Chine pendant 30 ans avant la révolution maoïste. Et cet homme m'a dit, il faut pas que tu fasses prof, il faut que tu fasses médecin, tu es fait pour ça. Et j'ai commencé la médecine en suivant ses conseils, et en même temps, il m'a permis de rester près de lui pour apprendre la médecine chinoise. J'ai eu la grande chance, à l'âge de 19 ans, finalement, de découvrir en parallèle la médecine occidentale, que j'aime et que j'adore et que je pratique, et la médecine extrême-orientale, que j'utilise toujours avec passion. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la carrière. J'ai fait une carrière de médecin généraliste parce que je voulais être médecin généraliste, et en plus une spécialité en psychiatrie et en soins palliatifs qui m'ont permis de faire une carrière hospitalière. Et au bout de quelques années, j'ai découvert aussi l'hypnose que j'ai adorée et que j'ai pratiquée, que je pratique toujours, et maintenant les techniques d'activation de conscience. Voilà mon évolution en quelques traits. Quel est le sens de votre engagement, Jean Becchiot ? Alors, il a un seul sens, mon engagement, c'est que au bout de tout ce que je fais, de ce que j'étudie, de ce que je modifie, de ce que j'enseigne aussi maintenant, je le dis toujours à mes patients, je vous enseigne pour que vous aidiez vos patients. Et moi aussi, le sens que je donne, c'est le patient qui est au bout de la chaîne de mes efforts, de mes recherches ou de mon enseignement. Donc le sens, c'est l'amélioration du confort des patients qui en ont grand besoin, surtout à cette époque vraiment très troublée que nous sommes en train de vivre depuis quelques années maintenant, c'est plus quelques mois, où les patients ont un grand besoin de retrouver de la confiance, de retrouver de l'espérance. Et nous, les soignants, nous avons un rôle énorme à jouer à ce niveau-là. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de votre spécialité en auto-hypnose, mais c'est pas du tout ça. Vous êtes spécialisé en hypnose et technique d'activation de conscience.
Pourquoi j'ai fait ce lapsus? Oh, c'est pas un lapsus, non, c'est pas un lapsus. N'importe comment, mon livre lui-même, Odile Jacob a voulu l'intituler Du nouveau dans l'hypnose, les techniques d'activation de conscience. Pourquoi? Parce que les techniques d'activation de conscience, en France, c'est pas connu. L'hypnose, c'est connu. Donc je pense que c'est un peu plus attractif pour le lectorat. Je ne renie pas l'hypnose que j'ai apprise, que j'ai enseignée pendant 30 ans et qui est la base de ma réflexion pour aboutir aux techniques d'activation de l'attention ou de la conscience. Alors, que le patient pratique l'auto-hypnose ou l'auto-activation, disons, s'il la pratique dans sa forme moderne d'auto-activation, ça va. S'il la pratique dans la forme ancienne d'auto-hypnose, ça va un peu moins, car vraiment, cette évolution, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, elle est basée sur des faits réels, évaluer avec les moyens modernes de la médecine. Et si on pratique encore l'hypnose que j'ai apprise il y a 30 ans, là, justement, les patients auront un moins grand bénéfice de notre action. Si on pratique ces nouvelles techniques, le bénéfice sera supérieur. Alors, quelle est effectivement la différence dans la relation avec le patient entre les pratiques d'il y a 30 ans et les techniques d'activation de conscience et de l'attention d'aujourd'hui ? Alors, le mot hypnose, il vient sur le plan étymologique d'un dieu grec, le dieu Hypnos, qui est un dieu du sommeil, parce qu'on considérait que cette technique d'hypnose était une technique de suggestion qui entraînait un endormissement. On parlait d'ailleurs d'une transe profonde, et plus le patient nous paraissait endormi, et plus nous, médecins, on se sentait en sécurité, soignants, on se sentait en sécurité face à un patient endormi, un peu somnolent, qui ne dialoguait pas avec nous. S'il levait le moindre sourcil, on se disait « Ouh là là, il n'est pas en transe profonde et notre action ne va pas être bonne ». Nous étions dans l'erreur, parce qu'on sait que cette action endormissante était valable par exemple pour l'anesthésie. Oui, là le patient ne ressentait pas la douleur du bistouri ou autre. En revanche, pour la psychothérapie, pour traiter une personne dépressive, pour une personne phobique, une personne en addiction, c'est-à-dire alcoolique ou tabagique ou autre, eh bien le résultat, il était proche du placebo. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que la personne ne soit pas endormie. Il fallait qu'elle soit éveillée, que sa conscience et son attention soient vraiment hyper éveillées pour entendre nos mots, pour entendre nos suggestions, pour entendre nos métaphores. Et s'ils ne les entendaient pas, le résultat n'était pas valable. Ça, c'est une révolution que je dois à mes patients, et en particulier aux patients de soins palliatifs. Lorsque je suis arrivé en soins palliatifs, assez tôt dans ma carrière, finalement, j'étais engagé pour pratiquer l'hypnose. Et je pratiquais l'hypnose ericksonienne qu'on m'avait apprise. C'est-à-dire, on nous avait appris qu'on pouvait parler avec le patient avant la séance de son problème, de sa douleur, de sa peur, etc. Et que pendant la séance, il ne fallait plus en parler. Il fallait en parler de façon métaphorique. On parlait plus de la forte douleur de mal de tête qui me perce le crâne. Non, on parlait d'un étau qui se serre, se desserre, etc. Et de nombreux patients, à la fin de la séance, me disaient « Ah, docteur, votre séance était super. Qu'est-ce que c'était agréable. » Et puis, ils rajoutaient « Mais vous n'avez jamais parlé de mon problème. » Et moi, j'étais content, car j'en avais parlé de façon métaphorique. Et je me disais « J'ai fait mon boulot comme on m'a appris à le faire. » Or, j'ai vu que le résultat clinique, il était proche de zéro, aucune action. À partir de là, on a décidé de changer avec un petit groupe et on a parlé directement du problème pendant la séance. Et là, le résultat clinique est devenu bon et on a augmenté le pourcentage de personnes améliorées. Voilà un peu les différences entre l'hypnose classique, un peu d'endormissement où on ne parlait pas directement du problème, et la nouvelle activation de l'attention et de la conscience où on ose affronter le problème et en parler pendant la séance avec le patient. Comment on parle du problème ? Alors, on dit au patient de prendre une posture tonique en début de séance, de fermer les yeux, et on lui demande tout de suite, en début de séance, alors qu'il a déjà fermé les yeux, qu'il est déjà activé, pendant 10 secondes, de porter son attention sur sa douleur, sa souffrance, son envie de mourir si c'est une personne suicidante, etc. Chose qu'on nous interdisait de faire ou qu'on s'interdisait de faire lorsqu'on faisait de l'hypnose, classique. Et donc le patient, il sait que l'on part du port de l'inconfort, on part de sa souffrance et on va traiter sa souffrance. Et après, pendant la séance, on va là aussi
réaborder le problème de la souffrance et oser en parler pendant la souffrance avec des histoires dans lesquelles la souffrance sera inclue aussi pour permettre d'avancer, partir du port de l'inconfort, le port de la souffrance, voyager pendant la séance pour arriver vers un port qui sera le port du confort. Vous dites dans votre livre que la dépression a une fonction. Oui. Alors, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, c'est reconnu. Enfin, c'est ce qu'on pensait depuis longtemps. Des personnes qui travaillent beaucoup, qui se fatiguent, etc., qui essaient de tenir le célèbre burn-out, comme on dit, qui va se transformer en dépression. Et maintenant, on sait que la dépression, c'est finalement cette force intelligente qui est à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, vous avez parlé de la force de Dieu. Cette force de Dieu, cette force de vie qui est en nous, que nous avons pris l'habitude d'appeler la force agentive ou l'agentivité. Et dans le mot agentivité, la racine, c'est agent, c'est-à-dire un agent qu'on a à l'intérieur de nous, qui est connu, ce petit agent, depuis longtemps, puisque Hippocrate lui-même, il y a 2400 ans, parlait du petit thérapeute qui est à l'intérieur de nous. Et Hippocrate demandait ce que le petit thérapeute à l'intérieur de nous guérisse, nous console, nous soigne. C'était la vision, finalement, de l'agentivité. Et donc, c'est cette force agentive qui est à l'intérieur de nous, qui est en panne chez beaucoup de patients et que nous allons stimuler par nos suggestions, par nos images, je dirais aussi par notre côté de conseil comportementaliste. Vous connaissez bien sûr, les auditeurs connaissent les thérapies cognitivo-comportementales ou les thérapies comportementales. Notre approche est très proche de ces techniques comportementales où on ose conseiller le patient, on ose lui faire projeter un avenir radieux et le faire se projeter dans cette modification du comportement. C'est comme cela qu'on arrive à réanimer cette agentivité qui est très parallèle à l'image que je vous ai donnée tout à l'heure de ces lampes qui sont là, en attente, peu d'intensité chez le patient. On les stimule et elles s'allument et on pense que c'est cet agent qui va allumer les lampes. Un allumeur de réverbère, comme au siècle dernier. Combien de temps dure une thérapie au sens du TAC ? Alors, la séance elle-même, elle est courte. Les séances durent entre 5 à 15 minutes à peu près. Et la thérapie, elle est variable. Ce ne sont pas des thérapies miraculeuses. Par exemple, dans le cas de la dépression, tous les psychiatres savent, et tous les médecins aussi, qu'une dépression réactionnelle, c'est-à-dire 90% des dépressions que l'on observe dans notre clientèle, ça va commencer un certain jour, et au bout de 4 à 6 mois, elles seront guéries. Qu'on emploie les médicaments ou qu'on n'en emploie pas, qu'on emploie des psychothérapies ou qu'on n'en emploie pas, je le dis à tous les déprimés qui nous écoutent, au bout de 4 à 6 mois, vous serez guéris, car c'est la nature qui fait cela. Et on ne peut pas raccourcir ce délai-là. C'est une question de physiologie au niveau du cerveau, et ça, on le connaît bien maintenant. Ce que l'on fait lorsqu'on emploie les TAC, c'est que on aboutit vers un confort de vie plus rapide dans ces 4 à 6 mois de dépression. Et surtout, comme on n'a pas employé de médicaments, au bout de ces 4 mois, lorsque la dépression est guérie, les patients ne sont plus dépendants des médicaments, car un certain nombre de personnes, une fois que la dépression sera chassée, ils vont être dépendants des médicaments et donc ce sera une nouvelle addiction. Et donc ça, c'est responsable souvent de dépression un peu chronique. Voilà à peu près pour dire la durée du traitement. Alors ça, bien sûr, j'ai pris l'exemple d'une dépression, mais dans le cas de douleurs aiguës ou d'éléments comme ça, nos thérapies peuvent être assez rapides. Ça peut être l'espace de 1 à 3 séances lorsque le problème est récent et qui ne s'est pas enquisté depuis plusieurs mois. Et pour les addictions, par exemple ? Alors, les addictions, c'est exactement comme la dépression. Je viens de participer au Congrès national de tabacologie à Reims, où j'étais l'expert qui parlait des TAC dans l'addiction du tabac. Et tous les addictologues sont d'accord. Une addiction, ça ne peut pas se régler. Hop, je vais voir l'hypnotiseur, il me fait une séance et ça y est, c'est fini. Bien sûr, il y a des cas qui existent comme cela. Mais ce que l'on sait, c'est que ces patients chez lesquels ça fonctionne, cette séance miracle, c'est qu'ils étaient préparés dans leur tête depuis plusieurs mois déjà, sans le savoir, de façon non consciente. Une addiction, c'est comme une dépression. Lorsque je fume depuis plusieurs mois, lorsque je suis alcoolique depuis plusieurs années, eh bien, il y a des réseaux nouveaux qui se sont créés au niveau du cerveau.
Ils sont là, il faut qu'on les apaise et qu'on les remplace par des nouveaux réseaux qui vont remplacer, l'inconfort du manque d'alcool, du manque de cigarettes. Et ça prend plusieurs semaines, ça prend 4 à 6 mois de traitement régulier. On en avertit le patient dès la première séance. Certains ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas. Ils vont aller voir quelqu'un qui va leur promettre quelque chose de plus rapide. Mais nous les retrouvons 1 an ou 2 ans après parce qu'ils sont toujours à la recherche de la bonne solution. Et lorsque un addicté accepte de se faire traiter par psychothérapie, que ce soit TAC ou une autre psychothérapie, pendant 4 à 6 mois, il a de plus fortes chances de sortir de son addiction. Vous parlez également de la souffrance psychique des enfants en citant Bruno Falissard et vous reprenez les fondamentaux qui sont liés à la stimulation de l'attention chez l'enfant. Comment la pratique des TAC peut aider les enfants à être plus concentrés ? Oui, alors c'est une question que l'on se pose au niveau de l'éducation nationale puisque on a été contacté pour essayer dans certaines classes d'apprendre les TAC aux instituteurs et qu'il propose un petit exercice TAC de 2 ou 3 minutes en début de séance à certains élèves. On l'a déjà fait dans des petits groupes et on s'est rendu compte que c'était vraiment bien parce que ça permettait de canaliser l'énergie de l'attention. Car l'attention, c'est quelque chose qu'on peut canaliser, que l'on peut renforcer, que l'on peut muscler. Et nos exercices, comme ceux que je mets à la fin du bouquin, ils sont là justement, ce sont des techniques d'activation de l'attention et de la conscience, comme vous l'avez dit. Et plus on pratique ces exercices, et plus on arrive à devenir attentif au bon moment. C'est-à-dire, il ne faut pas être attentif toute la journée, ce n'est pas possible, mais à certains moments, là, il faut être attentif. Et ça permet à ces enfants qui pratiquent ces exercices de garder toujours leur esprit de rêverie quand ils le veulent et d'être attentifs dans le moment essentiel où il faut capter une information qui leur permet de grandir. Un exemple d'exercice d'attention pour les parents qui nous écoutent qui pourrait... Oui, l'exercice d'attention, il est très simple, les parents le savent. On sait que les parents qui, le soir, racontent des histoires aux enfants, leurs enfants, ils auront 200% de chances de plus d'être compétitifs à l'école le lendemain par rapport aux enfants qui se couchent ou qui sont avec un écran où les parents leur donnent « regarde un dessin animé et ça va te calmer ». 200% de plus de performance lorsqu'ils seront le lendemain à l'école. Et raconter des histoires, pas n'importe quelles histoires. Il faut raconter une histoire qui ne soit pas très très longue, qui soit surprenante et même il faut oser employer des histoires un peu effrayantes, comme on le faisait à notre époque, où il y avait des méchants ogres qui finalement tuaient leur petite fille pour privilégier le petit poucet. C'était méchant comme tout, mais ces histoires-là sont des histoires formatrices. Et là, on rejoint presque Bettelheim avec sa vision de psychologie des contes de fées. Donc, oser raconter des histoires surprenantes. C'est comme ça que Harry Potter est devenu un grand succès auprès des enfants de ma génération, il y a 20 ans, 30 ans. Donc, voilà. Et nous, on raconte des histoires comme ça aux enfants en thérapie aussi. Et on leur demande même de créer des contes avec nous. Des contes dans lesquels il y a un héros qui a un but, par exemple, aller rencontrer un dragon et mettre fin au terrible désastre que fait ce dragon. Et il va cheminer un chemin sur lequel il va rencontrer 3 obstacles, des obstacles qui mettent sa vie en péril, mais grâce à 3 pouvoirs qu'a le jeune héros, il va pouvoir vaincre ces obstacles. Les enfants adorent ça et on leur fait construire des contes comme cela. Jean Becchio, quelle est la rencontre qui a changé votre vie ou fait évoluer votre pratique ? Alors, sur le plan professionnel, parce que sur le plan de la vie, là, je rentrerai dans l'intime, je dirais pas les rencontres. Sur le plan professionnel, Paul Václavic, c'est un homme remarquable. Pendant 5 ans, j'ai eu la chance de suivre son enseignement. Il était directeur d'une école de linguistique à Palo Alto, en Californie. Et j'engage vos lecteurs, s'ils ne l'ont pas lu, à lire un bouquin qu'il a écrit il y a 40 ans et qui est toujours d'actualité, et dont le titre est déjà un roman à lui tout seul. Comment réussir à échouer ? Lorsqu'on lit ce bouquin d'une 100aine de pages, on est transformé
et on commence à comprendre les raisons de nos échecs successifs. Cet homme m'a transformé, il avait des racines françaises, un peu italiennes, il est mort dans son fauteuil en écoutant un opéra italien. Pour moi, c'est un gage de vie parfaitement rempli. La deuxième personne qui m'a fortement influencé, c'est une femme, donc j'ai été influencé par le masculin et par le féminin, et j'en suis fier. C'est une docteure en psychologie américaine. Son prénom c'est Joyce, la joie. Son nom c'est Mills, M-I-2-L-S. Elle m'a transformé dans ma pratique par sa simplicité, par son bon sens, et elle a écrit un bouquin que vos auditeurs peuvent lire aussi, qui s'appelle « Métaphores thérapeutiques pour les enfants et l'enfant intérieur ». Voilà, ce sont les deux personnages qui m'ont fortement influencé sur le plan de ma trajectoire. Le troisième, il y en a un troisième que je cite aussi, c'est Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège de France. J'ai lu son bouquin en 1986 qui s'appelle L'homme neuronal. Là, je n'incite pas les auditeurs à l'acheter parce qu'il est dépassé. Mais pour ma génération, il y a 40 ans, ce bouquin nous a orientés vers les neurosciences. Et c'est lui qui m'a permis de découvrir le professeur Alain Bertos et le professeur Dehaene, professeur au Collège de France, avec qui je travaille encore régulièrement. En quoi croyez-vous, Jean Becchiot ? Je crois en une vie qui a été créée pas par le hasard, parce que le hasard, il s'en fichait complètement de créer la vie, à quoi ça lui aurait servi. Donc à une force précédant cette création. Cette force, ce n'est pas un dieu barbu, c'est peut-être d'ailleurs une jeune femme, la force de l'éternel féminin, comme dit Goethe. Goethe, dans ses merveilleux romans Faust, Goethe qui était un initié intuitif philosophe, parle de la force de l'éternel féminin. Pour lui, c'est cette force de départ qui doit sauver l'humanité, disons. C'est repris un peu par Aragon dans son poème « La femme et l'avenir de l'homme », par exemple. Donc je crois à cette force primordiale à laquelle je ne donne pas de sexe, qui a créé l'univers, qui a créé la vie. Et nous sommes des agents qui avons la chance d'être vivants, et nous avons une fonction tout au long de notre vie, qui se terminera à un moment, entretenir cette force de vie et lui permettre de se développer de façon la plus agréable et la plus confortable. La terre, ce n'est pas le paradis. Si le paradis existe, elle peut devenir un enfer si nous ne participons pas justement à cet entretien de la vie. Voilà le sens que je donne à ma vie. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'émeut, c'est la musique. Et vraiment, je me rends compte que la musique, elle occupe une place de plus en plus importante. Ma petite fille qui a 4 mois, quand je lui parle depuis le premier jour, je lui parle en chantant. Je chante des chansons et donc dès qu'elle me regarde, ce matin avant de partir, j'avais la chance qu'elle soit à la maison, cette petite de 4 mois. Dès que je commence à chantonner à côté d'elle, j'ai un superbe sourire et même un petit rire qui arrive. Et donc, de la musique avant toute chose, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Disons, ça me met en forme et ça entretient mon désir et mon énergie pour vivre. Et puis, c'est la beauté. La beauté qui doit être là aussi privilégiée, qui doit être regardée. Elle est partout, la beauté, si on sait la regarder. Je suis venu en bus et j'ai traversé la rue de Tolbiac, tout ça, et j'ai vu des boutiques, des artisans qui y travaillent, des personnes qui vont au boulot, et j'ai vu de la beauté dans cette vie parisienne, à un moment où ça avançait bien, où il n'y avait pas de gros embouteillages. La beauté est partout, à nous de la trouver, et à nous aussi de la mettre dans notre cadre de vie. Quand je regarde ce studio ici et que je vois ces belles gravures qui me rappellent des dessins animés ou des choses comme ça, c'est joli, c'est la façon dont vous avez décoré, les messages qui sont sur les murs, ben la beauté, elle est présente. Donc c'est un bel endroit. Les Chinois, les taoïstes le savaient, ils ont appelé ça le feng shui, faire en sorte que la beauté soit dans le cadre de vie où l'on vit et où l'on travaille. Voilà un peu ce qui m'inspire. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Ce qui m'effraie, c'est le manque de maturité des personnes qui prennent les décisions, qui les prennent sur l'émotionnel et non pas sur la réflexion en lien avec l'histoire. C'est donc le manque de culture et le manque de culture historique des personnes qui prennent les décisions. Voilà. Et alors,
ça m'effraie un petit peu. Ce qui m'effraie aussi, c'est le développement du mercantilisme. On privilégie non plus la beauté, mais on privilégie un petit peu le dieu de l'argent, faire en sorte que les actions que nous entreprenons nous permettent d'être encore plus riches. Voilà, ça m'effraie un petit peu. Qu'est-ce qui vous indigne ? Ce qui m'indigne, c'est l'injustice et le manque de réflexion. Quand je vois mes petits-enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans qui doivent garder un masque dans une récréation, ça m'indigne un petit peu. Voilà, donc il y aurait d'autres éléments d'indignation. Mais ça m'indigne parce que ça me touche. Je les vois, je vois comment ils sont, comment ils souffrent d'abord et ensuite comment ils deviennent résilients. Et je vois maintenant des petits-enfants qui, lorsqu'on enlève le masque ou lorsqu'un adulte enlève le masque, se sentent en danger. Voilà, ça m'indigne. Parce que ça, je trouve que c'est excessif. Je ne nie pas le besoin de mesures de précaution. Je connais l'hygiène, je suis hygiéniste, je suis médecin. L'excès n'est jamais bon. Voilà. Ce qui m'indigne, c'est l'excès associé à un manque de réflexion ou associé à ce sacré principe de précaution qui prévoit dans certains cas et qui ne prévoit pas dans d'autres. Principe de précaution, oui, être précautionneux vis-à-vis de ce virus, mais principe de précaution excessif si lorsque Denis Papin a présenté son invention de la machine à vapeur, je ne me rappelle plus si c'est Louis XIV, Louis XIII, si le principe de précaution avait été mis en jeu à l'époque, on lui aurait interdit de développer sa machine à vapeur parce qu'elle risquait d'exploser et de tuer des personnes. Et on serait encore à rouler dans des calèches. Voilà, ce qui m'indigne, c'est l'excès de principe de précaution. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ce qui me fait du bien, c'est qu'il y a de belles personnes autour de nous. Il y en a. Et il y en a partout. Il y en aura toujours dans l'univers. Il y a des personnes qui ont su résister dans les périodes difficiles de l'histoire de France, qu'on appelait d'ailleurs les résistants. Ce qui me fait espérer, c'est dans le cœur le plus noir, dit Dostoïevski, il y a toujours une petite flamme qui ne demande qu'à se développer lorsque l'on croit en la présence de cette petite flamme et qu'on trouve le carburant, disons, les petits morceaux de bois qui lui permettent de se développer. Et à ce moment-là, elle se développe et le cœur le plus noir devient un cœur éclairé. Et cette petite lumière, elle existe chez quelques personnes. Il faut qu'elle continue à développer cette lumière. Et pourquoi je dis chez quelques personnes ? Tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, ils ont cette petite lumière à l'intérieur. Certains très développés, la majorité, je pense, s'ils vous écoutent, ce n'est pas par hasard. Et certains, ils ont la petite lumière qui a besoin de se développer, qu'ils osent y croire et lui permettre de se développer. En y pensant, en portant le regard intérieur sur la petite lumière, on lui permet déjà de se développer. Votre mantra ou la phrase qui vous fait du bien ? Je dirais, l'avenir appartient aux audacieux. Il faut être audacieux. C'est le contraire justement du principe de précaution. Oser l'audace. Eh bien, merci, Jean Becchiot. Merci pour ce partage. L'évolution de l'hypnose vers les techniques d'activation de conscience est une réelle avancée. J'ose dire même une révolution dans l'histoire de la santé mentale. Une avancée dont nous ne mesurons peut-être pas encore toute l'importance au sein d'une société où les crises s'additionnent et n'épargnent aucun esprit. Quoi qu'il en soit, cette avancée est plus que bienvenue et il ne serait pas absurde d'envisager qu'elle puisse être également une étape ou un tremplin vers de nouvelles découvertes. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec le docteur Jean Becchiot, dont je rappelle le titre du livre du nouveau dans l'hypnose, les techniques d'activation de conscience aux éditions Odile Jacob. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.